Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de revenir dans la région où j'avais commencé à travailler alors que j'étais encore étudiante il y a déjà de cela plusieurs années. Puis il y a peut-être des producteurs d'ailleurs qui se souviennent m'avoir vu gambader dans les champs environnants à la recherche d'échantillons de fumier, de lisier, de sol et de légumes pour y vérifier la présence de toutes sortes de micro-organismes. En fait, moi, je m'intéresse aux micro-organismes qui peuvent causer des problèmes de santé chez l'humain. Les organismes qui sont d'origine fécale, donc en milieu agricole, on peut parler notamment des épandages de fumier ou de l'eau d'irrigation, pour voir de quelle façon on pourrait trouver des façons simples à la ferme pour réduire le risque de contamination de nos cultures. Alors, inquiétez-vous pas, moi, mon intention, c'est pas de stériliser les sols et de passer les goélands à l'eau de javel. C'est pas mon approche du tout. Au contraire, on essaie justement de trouver des façons de renforcer notre système de production pour réduire la présence possible de ces micro-organismes-là et l'exposition de l'humain. Et s'il y a un élément qui est important dans la salubrité et qui va au-delà de la gestion de notre simple champ à la ferme où on a semé des fruits, des légumes ou planté, c'est bien l'eau. L'eau nous oblige à cohabiter avec le milieu urbain. L'eau nous oblige à covoisiner avec nos voisins. Si on a des pratiques d'épandage de fumier qui contribuent à la contamination de surface des eaux et qu'en aval, on a un producteur qui prend cette eau pour irriguer, on peut avoir des risques d'augmenter les risques. On peut avoir des chances, si je peux m'exprimer ici, d'augmenter les risques. De la même manière, si on a des pratiques agricoles au niveau des épandages de fumier, par exemple, qui contribuent à la contamination des eaux de surface et qu'on a une prise d'eau potable en aval de cet endroit, bien, on peut augmenter les risques et les chances d'avoir des problèmes. À ce moment-là, on peut augmenter les coûts de traitement de l'eau potable que nous payons tous collectivement. De la même manière, si on a une station de traitement des eaux usées et qu'on est en période de surverse et donc on a des eaux usées qui se retrouvent dans les eaux de surface et qu'on a en aval un producteur qui a une prise d'eau d'irrigation, on a aussi des possibilités d'augmenter les risques. Ça va dans les deux sens et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de cohabitation. Présentement, à l'IRDA, on est en train de travailler à mettre au point des méthodes qui vont nous permettre de déterminer dans un échantillon d'eau l'origine de la contamination fécale. Donc, ça peut être, par exemple, le porc, le bovin, volaille et l'humain aussi, qu'on inclut là-dedans, considérant que parfois on peut avoir des problèmes de fosses septiques en milieu agricole, considérant qu'on peut avoir des déversements urbains. Alors, ces outils-là existent depuis longtemps. Cette intention-là existe depuis longtemps, mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a des outils qui sont assez efficaces pour considérer qu'on puisse les utiliser dans un milieu agricole où on a plusieurs types de contamination. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la petite faune qui se promène dans notre environnement peut aussi contribuer à la contamination fécale. Alors là, des fois, les gens me disent est-ce qu'il y a des risques qu'un goéland passe et contamine ma laitue, par exemple? Si on me pose la question comme ça, oui. Est-ce que les probabilités sont grandes qu'un goéland passe et qu'il contamine ma laitue? Non. Est-ce que toi, tu considères que c'est un risque important? Non, pas nécessairement. C'est un peu comme le vaccin contre la grippe. Ça. Il y a des gens ici qui se sont peut-être fait vacciner, mais il y en a qui ne se sont pas fait vacciner. Et là, ça va au-delà des probabilités. C'est la gestion que l'on fait de ce risque-là. Et quand on parle de gestion du risque, il y a une méthode qui est reconnue à travers le monde pour analyser un risque relié à la présence d'un pathogène. Dans ce cas-ci, ça peut être des contaminants chimiques, des contaminants physiques, des contaminants microbiologiques, qui est vraiment bien défini et qui se fait étape par étape. Alors, dans un premier temps, on a une évaluation du risque. Là, ça, c'est basé sur des données scientifiques. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un épandage de lisier de porc,
Là, on va dire, OK, le lisier de porc a été épandu dans ce champ-là. Dans le porc, on peut peut-être avoir de la salmonelle, ça se peut, tel type de micro-organisme. On va identifier les dangers. Mais si on parle, par exemple, d'une culture qui va être à consommation humaine, bien, le pathogène, il n'y a pas juste besoin d'être dans le lisier pour représenter un danger. Il faut qu'il survive dans le sol, qu'il soit en contact avec la culture. Après ça, que le légume se fasse récolter. Puis là, lui, il est supposé d'être encore là. Si l'humain est exposé, il faut qu'il survive aux différents facteurs environnementaux qui vont être présents et se rendre jusqu'au consommateur. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce n'est pas parce qu'un risque ou un danger est présent que nécessairement le consommateur va être exposé. Alors moi, mon intention aujourd'hui, c'est de discuter avec vous un peu de comment ça fonctionne, ces petites bébites-là, pour que vous puissiez, dans vos pratiques à la ferme, intégrer des mesures de gestion du risque. Quand on fait l'évaluation du risque au niveau scientifique, on va aller jusqu'à même dire c'est quoi les conséquences de l'exposition. On a des petits virus qui vont donner une petite diarrhée de 2-3 heures, alors qu'on a d'autres micro-organismes, par exemple la bactérie E. coli, certains types de colis, qui peuvent aller jusqu'à causer la mort. Alors, naturellement, quand on va tenter de gérer ces risques-là, on n'aura pas le même raffinement dans l'attention qu'on va porter envers ces contaminants-là. Mais rendu à la gestion du risque, rendu au moment où on va mettre des politiques en place, qu'on va mettre des procédures en place, on parle de programmes de salubrité, aussi de mesures réglementaires, ça, c'est plus scientifique. Parce que dans le fond, ce qu'on dit, c'est on a des données scientifiques. Nous, on considère que, bon, il y a 1% de chance que ça arrive, une chance sur 1 million, une chance sur 10 millions. Nous, on décide là qu'on doit intervenir à telle probabilité. Donc, les données scientifiques alimentent le processus, mais à la fin, la gestion du risque, ce sont les autorités réglementaires qui les appliquent. Et par la suite, ils doivent naturellement communiquer le risque. Un des bons exemples au niveau de la communication du risque, c'est le bœuf haché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, on passait notre temps à voir des publicités. Votre steak haché, faites-le bien cuire, faites attention, contamination croisée, etc. On savait que le danger était potentiel, qui était assez important pour qu'on s'y attarde. On savait que ça se pouvait qu'il y ait des E. coli dans le bœuf haché. Mais là, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le risque à tous les niveaux. Donc, on va sensibiliser le consommateur au fait de bien cuire sa viande. On a communiqué ce risque-là au consommateur pour agir à tous les niveaux. Donc là, je ne reviendrai pas ici, je reviens à mon sujet du jour, qui est l'eau et la salubrité. Je ne reviendrai pas sur les usages de l'eau. On en a parlé à la conférence précédente. Mais je vais revenir sur les indicateurs. Je suis désolée, il y en a peut-être, ça fait 25 fois qui m'entendent parler des indicateurs de contamination. Des fois, je suis tannée de moi-même, mais il faut que je le fasse sans ça, s'il peut y avoir des petites confusions. Les coliformes totaux. Des coliformes totaux, là, il y en a partout dans l'environnement. Il y en a dans les eaux de surface. Moi, si vous me dites, j'ai pris un échantillon de la rivière qui passe près de chez nous, j'ai trouvé des coliformes totaux, ça ne me dérange pas du tout. Les coliformes totaux, on les utilise souvent pour le traitement de l'eau potable, parce que les coliformes totaux sont sensibles à la chloration, par exemple. Alors, si on est dans une station de traitement de l'eau et qu'à la fin, on sort de l'eau, qu'il y a des coliformes totaux, là, ce qu'on se dit, c'est pas qu'il y a un danger, c'est qu'il y a peut-être une défaillance dans notre système de traitement. Parce que les coliformes totaux sont supposés d'être sensibles. Donc, notre chloration n'a peut-être pas bien marché, il faudra regarder ça. Dans l'eau d'un puits, dans l'eau souterraine, quand on trouve des coliformes totaux, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau de l'étanchéité, de l'infiltration d'eau de surface qui s'en va vers les eaux souterraines. Et si on a ça, c'est vrai que ça se peut qu'on augmente un petit peu le risque de présence de certains pathogènes. Mais ça s'arrête là. Au niveau des eaux de surface, il y a même des pathogènes des plantes qui font partie du groupe des coliformes totaux. Donc, il ne faut pas s'énerver avec ça dans les eaux de surface. Les coliformes fécaux, c'est un groupe de micro-organismes qui vont nous permettre de dire il y a eu
récemment une contamination fécale dans cet environnement-là. Donc, c'est possible qu'il y ait certains micro-organismes qui soient présents et qui peuvent représenter un risque potentiel. On a maintenant un indicateur qui est encore meilleur que les coliformes fécaux pour décrire une contamination fécale, et ce sont les groupes des E. coli. Et là, quand je parle des E. coli, des fois, les gens tout de suite pensent à l'épisode de Walkerton, les épinards contaminés, tout ça. En fait, les E. coli, c'est un grand groupe. Vous en avez tous dans vos intestins. C'est normal. C'est un résident normal de vos intestins. On en a plein. Tous les animaux à sang chaud en ont. Il y a seulement une petite proportion des E. coli qui peuvent vraiment causer des problèmes comme ceux qu'on a vus à Walkerton et dans l'épisode des épinards contaminés. Alors, quand on trouve ce type de E. coli-là, qu'on appelle les producteurs de vérotoxines, là, on peut commencer à jaser. Mais c'est quand même assez rare et ce sont des E. coli qui sont en petite quantité par rapport à tous les E. coli qu'on peut retrouver dans les matières fécales des animaux à sang chaud. Alors ça, c'était pour les indicateurs. Ça, je pense que je vais passer vite aussi parce qu'on en a parlé aussi dans la conférence précédente. Les critères d'eau d'irrigation versus l'eau de post-récolte et les critères d'eau potable. Ici, je voulais revenir sur le fait que parfois, ça se peut que vous receviez une analyse puis que le laboratoire vous dise « votre eau est potable » puis que le Canada-GAM dise « non, elle n'est pas potable » parce qu'il y a la petite nuance là, au niveau des coliformes totaux pour ce qui est de l'eau potable. Alors, je vous ai dit qu'on allait essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, ces petites bêtes-là, pour essayer d'avoir le réflexe de développer des méthodes de gestion du risque à la ferme sur une base quotidienne. En fait, il y a des éléments qui sont reliés aux micro-organismes comme tels. Hein. Parmi les micro-organismes qui peuvent nous donner des problèmes de santé, il y a des virus, des bactéries et des parasites protozoaires. Là, vous voyez la différence de grosseur ici, à peu près les virus comme ça, les bactéries, puis les protozoaires microscopiques. Dans le fond, des fois, dans nos projets, ça nous permet de nous donner une indication de comment ils peuvent se promener dans l'environnement. Tu sais, quand plus ils sont petits, des fois plus réussissent à se faufiler, mais chaque micro-organisme a ses forces et ses faiblesses. Les virus sont tout petits, ils peuvent se faufiler partout. Par contre, ils ne peuvent pas se multiplier quand ils sortent de l'animal qui peuvent infecter. Les bactéries sont un petit peu plus grosses. Souvent, ils vont être filtrés à la surface du sol. Ils vont être retenus à la surface du sol comme filtrés. Par contre, eux autres, ils peuvent se multiplier parfois à l'extérieur de leur hôte. Fait que des bactéries comme la salmonelle, si elles se retrouvent dans des conditions adéquates, pourraient être présentes, mais aussi se multiplier, ce que les virus ne peuvent pas faire et les parasites microscopiques non plus. Donc, il y a des paramètres environnementaux qui vont influencer la survie de ces micro-organismes-là. Et je dirais qu'en quelque sorte, ça nous fait réfléchir beaucoup sur le risque qui est relié au contact des fruits et légumes avec l'eau avant la récolte et après la récolte. C'est deux mondes un peu différents quand on parle de survie des micro-organismes et de diminution des populations. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour que les micro-organismes, comme, mettons qu'on reprend la salmonelle, là, les bactéries, puissent survivre dans l'environnement, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de compétition. Une petite bactérie comme la salmonelle qui est habituée de vivre dans nos intestins et qui se retrouve dans un sol agricole, elle trouve qu'il y a du monde ici. Elle n'est pas faite pour ça, puis elle fait vite diminuer en population parce qu'il y a des micro-organismes dans le sol qui sont beaucoup mieux adaptés qu'elle pour survivre dans le sol. Et c'est pour ça que je dis que c'est agréable quand même, parce qu'au niveau agronomique, on vous dit depuis longtemps, c'est important d'avoir un sol en santé avec une microflore active. Bien, c'est vrai au niveau sanitaire aussi. Puis c'est pour ça que mon approche, c'est pas de stériliser notre environnement, mais plutôt de renforcer l'espèce de système immunitaire, si on veut, qu'on a dans notre sol pour favoriser ces micro-organismes-là qui vont contribuer à compétitionner avec les micro-organismes comme la salmonelle. Et ça, on le voit d'ailleurs en fonction de la température du sol. Quand on met des
des petites salmonelles dans un laboratoire et qu'on veut qu'on se multiplie, on leur donne des nutriments, on les met à 37 degrés, ça ressemble au corps humain, ils se multiplient, puis bon, là, on peut faire nos dénombrements, par exemple. Mais dans le sol, c'est différent parce que quand la température est plus élevée, la compétition avec les micro-organismes du sol est plus grande parce que les micro-organismes du sol, eux aussi, sont activés. Donc, c'est l'effet compétition qui entre en ligne de jeu. La température du sol a donc un rôle important à jouer dans la survie. Si on met une salmonelle dans un sol à 4 degrés, elle va survivre plus longtemps que dans un sol à 20 degrés à cause de ça. Par contre, si on arrive à des conditions hivernales, de gel et de dégel, à un moment donné, la bactérie est plus capable de supporter les cycles de gel et de dégel, les cellules éclatent. Donc, au Québec, pendant nos hivers, on a comme un assainissement partiel du sol qui se fait dû au cycle de dégel et de gel hivernaux. Pour se multiplier aussi, les bactéries, il faut qu'il y ait des nutriments, il faut qu'il y ait du carbone, de l'azote, du phosphore. Fait que si on met une bactérie dans une eau qui est exempte de ces nutriments-là, il risque de ne pas se passer grand-chose parce qu'à un moment donné, elle ne saura plus comment survivre. Par contre, si on y ajoute des nutriments, si on y met des particules de sol dedans, des particules organiques, s'il n'y a pas trop de compétition, bien, elle pourrait peut-être commencer à se multiplier. C'est pour ça que c'est différent. La présence des pathogènes, ça va être différent selon les propriétés de notre eau. Fait que si on apporte, par exemple, de l'eau, on recycle de l'eau de lavage, on a du carbone en solution et qu'on était à des niveaux non détectables de salmonelle, si on est dans des conditions favorables, bien, ça se pourrait que la bactérie se multiplie. C'est pour ça qu'il faut être prudent au niveau du recyclage de notre eau et comme on a parlé tout à l'heure des rinçages finaux, etc. Parmi les conditions qui vont contribuer à réduire la présence des pathogènes, on a le rayonnement UV, les rayons du soleil, ça se fait tout seul. Et vont contribuer à détruire les micro-organismes pathogènes et la sécheresse aussi pour plusieurs micro-organismes. Alors ça nous fait penser qu'il y a peut-être des propriétés de la culture qui vont faire en sorte que notre risque est plus ou moins grand. Parce que si on a un produit qui a une surface lisse, qui est exposé au vent et exposé aux rayons du soleil, bien, les micro-organismes pathogènes entériques, ils ne feront pas vieux os dans un tel environnement. Par contre, si on a une plante où l'eau peut s'infiltrer, qu'elle est protégée des rayons du soleil, de la sécheresse, qu'il y a moins de sécheresse, bien, ça se peut que notre risque soit à la base un petit peu plus grand. Mais de façon générale, les populations des bactéries comme les E. coli et les salmonelles diminuent rapidement dans le sol et sur les cultures au champ. Donc, ici, je vous ai mis un exemple là, de données qu'on avait pris dans votre région sur le brocoli, mais ce sont des essais expérimentaux où on avait vu avec le temps la diminution des populations d'E. coli utilisées comme indicateur ici avec le temps. Donc, on peut penser qu'une irrigation qui est effectuée en début de saison sur des plantules de brocoli ne représente pas du tout le même risque qu'une irrigation qui est faite une semaine avant la récolte, naturellement. Donc, on parlait de la culture. La morphologie de la culture de la plante comme telle va faire en sorte que les micro-organismes vont être plus ou moins exposés à des conditions adverses. Il y a des produits aussi qui sont plus difficiles à laver que d'autres. Hein? Quand on pense aux légumes feuilles, justement, où on a plusieurs petits coins où peuvent se loger les micro-organismes, ça peut avoir une influence. Sur les feuilles des plantes, on a des petites structures qu'on appelle des stomates. Ce sont des petites cavités qui peuvent s'ouvrir et se fermer selon différentes conditions. Parfois, il y a des petites bactéries comme la salmonelle qui vont se loger là-dedans, ce qui peut contribuer à augmenter le risque. Il y a des produits aussi qui contiennent naturellement des composés phénoliques, des acides qui vont permettre d'avoir une présence moins grande des micro-organismes pathogènes. Mais il n'y a pas de culture qui, intrinsèquement, possède plus de salmonelle ou d'E. coli. Ce ne sont pas des micro-organismes qu'on va retrouver naturellement sur les plantes. Ce sont nos pratiques qui vont faire en sorte qu'ils vont être plus ou moins introduits suite à une contamination fécale de nos fumiers ou de notre eau d'irrigation, mais ce n'est pas relié directement à la plante, c'est relié à certaines propriétés de la plante parfois, ou peut-être certaines pratiques agricoles, parce qu'on a des cultures qui sont irriguées peu de temps avant la récolte, alors qu'on a d'autres cultures qui sont irriguées
soit longtemps vers la récolte ou plus ou moins irrigués. Donc ça aussi, ça représente un facteur de risque qui est relié à la pratique qu'on fait dans cette culture-là, mais pas à la culture comme telle, qui, elle, ne contient pas de colis puis de salmonelle, là, naturellement. Alors, on a vu qu'on avait une diminution assez rapide dans des micro-organismes dans l'environnement de production, dans le sol et sur les cultures. Donc, une des stratégies qu'on peut dire, c'est moins j'en mets, moins je vais en avoir longtemps, puis moins je vais en avoir. Donc, si vous avez le choix entre épandre un lisier de pré-fosse ou un lisier qui est entreposé depuis longtemps à proximité d'un champ de légumes, bien, épandez votre lisier qui est entreposé depuis longtemps, parce que pendant l'entreposage du lisier aussi, il y a une diminution des micro-organismes pathogènes qui se fait toute seule et naturellement. Donc, réduire la charge, réduire la quantité qu'on introduit. On l'a vu tout à l'heure, avec le temps, les populations diminuent. Donc, logiquement, si on augmente le délai entre un épandage et une récolte, ou entre une irrigation et une récolte, on va contribuer à diminuer notre risque. Mais là, je ne vous demanderai pas de ne pas irriguer si vous avez besoin d'irriguer. On va voir tout à l'heure une façon d'assainir notre eau pour ne pas avoir besoin d'avoir des pertes agronomiques quand même, là. Réduire la survie, ça, bon, on n'a pas de poudre de perlimpinpin pour ça, mais on sait que dans un environnement particulièrement actif en micro-organismes, bien, on s'aide. On met les chances de notre côté, puis on les met de notre côté à bien des niveaux, au niveau de la production aussi. Réduire le transport, ici je parle de réduire le transport des micro-organismes vers l'eau. J'en ai parlé tout à l'heure. Ils se promènent, ces petites bébites-là, puis ils peuvent s'en aller vers l'eau. Et là, bien, il y a tout l'aspect de qualité de l'eau en bassin versant et de qualité de l'eau qui est utilisé pour l'irrigation, qui peut entrer en ligne de compte. Vous connaissez certaines mesures de protection des cours d'eau. Je vous encourage à les appliquer. Au niveau des engrais de ferme, bon, réduire la charge. On parlait, bon, tantôt je disais, moins tu en mets, moins tu vas en avoir longtemps, puis moins tu vas en avoir. Ça, c'est logique. Au niveau des engrais de ferme, l'entreposage du lisier de porc, par exemple, va contribuer à assainir naturellement le lisier. Nous, dans les conditions du Québec, au printemps, avant un épandage de lisier, on a suivi des fosses de transfert, une fosse qui ne recevait pas constamment de lisier frais parce que c'était difficile pour nous d'interpréter les résultats dans des conditions comme ça, mais on a vu que pendant un mois, on avait une diminution de 90 % des populations de colis. Fait que c'est pas rien. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez le choix entre vider une pré-fosse ou vider une fosse de lisier entreposée depuis quelque temps, bien, essayez de prendre toujours le plus vieux fumier, puis si vous compostez, bien, c'est encore mieux. Au niveau de l'eau d'irrigation, là, c'est ça, on avait un problème parce qu'on ne pouvait pas dire aux gens, bien, irriguez pas pendant 3 semaines avant la récolte ou 1 mois avant la récolte. Notre objectif dans nos projets, c'était justement de déterminer c'est quoi le moment le plus à risque par rapport à l'irrigation. Est-ce qu'il y a un délai qui est particulièrement à risque où on devrait porter une attention accrue envers la qualité de notre eau? Mais s'il faut irriguer, il faut irriguer. Fait qu'il fallait se trouver une façon facile d'assainir l'eau d'irrigation pour cette période critique-là. Et avec des travaux qu'on a réalisés en collaboration avec Agriculture Canada, entre autres, et des gens de la région ici. D'ailleurs, on avait 3 régions impliquées dans le projet. On a travaillé sur l'aération des étangs d'irrigation. L'aération, ça a commencé dans l'Ouest canadien pour les étangs abreuvoirs, pour les animaux d'élevage, les bovins, en fait, dans l'Ouest canadien. Ils s'étaient rendu compte qu'il y avait un problème d'algues bleu-vert qui produisaient des toxines et affectaient la santé de leurs animaux. Fait qu'eux, ils n'étaient pas intéressés à ajouter des intrants chimiques puissants non plus parce qu'ils ne voulaient pas avoir d'autres problèmes, créer un nouveau problème en essayant d'en régler un envers leurs animaux. Donc, ça leur prenait une méthode qui pouvait être utilisée dans les étangs abreuvoirs pour les animaux. Ils ont commencé à travailler sur l'aération des étangs, une aération qui se fait par le fond à l'aide d'un aérateur qui projette de fines bulles d'air à partir du fond de l'étang. Et ils se sont rendus compte aussi qu'en faisant ça, ils accéléraient la diminution des populations de colis. Alors, rapidement, on s'est dit qu'il y avait peut-être un potentiel intéressant pour les producteurs agricoles qui irriguent à partir d'un étang. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'en injectant de fines bulles d'air à partir du fond de l'étang,
on brise le gradient de température qui, normalement, se serait installé naturellement dans l'étang, la température qui aurait diminué. Et le fait de briser ce gradient de température-là fait en sorte qu'on va créer un mouvement circulaire vertical de l'eau dans l'étang, comme vous le voyez avec les petites flèches à l'écran, ce qui fait en sorte que les bactéries, comme les E. coli, vont être plus exposées aux rayons UV et donc vont diminuer plus rapidement. Nous, on pense, on ne l'a pas démontré dans le cadre de nos projets, mais on pense aussi qu'il y a un effet de stimulation des micro-organismes compétiteurs qui pourrait avoir lieu quand on aère l'étang et qui contribue peut-être tout autant que les rayons UV à la diminution des populations de colis. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en aérant et en brisant le gradient d'oxygène dissous, on va forcer la précipitation du phosphore au fond de l'étang. On va l'encourager, en tout cas. Et ça va faire en sorte que le phosphore n'est plus disponible pour les algues bleu-vert. Et donc, on va réduire les populations d'algues bleu-vert. Mais naturellement, bon, il faut avoir toutes sortes de pratiques aussi qui vont nous permettre de réduire l'introduction de nouveaux phosphores dans l'étang. Ce n'est pas une solution miracle, mais ça diminue la quantité de phosphore en solution. Et ça peut être intéressant pour les producteurs, entre autres, qui irriguent en goutte à goutte et qui ont des problèmes là, de blocage au niveau de leur système d'irrigation. On a fait des projets là-dessus. On a fait beaucoup de suivi dans notre propre étang qu'on a à la station de recherche de Saint-Bruno de Montarville. On a, je vois qu'il y a des producteurs ici qui avaient été impliqués dans certains de ces projets-là. On a encore d'ailleurs des essais où on fait le suivi d'étangs aérés chez des producteurs agricoles. Et je peux vous dire que jusqu'à maintenant, le temps, dans la plupart des conditions, quand on permet une aération de 48 heures de l'eau, avec les contenus d'eau qu'on peut s'attendre d'avoir parfois au Québec dans nos étangs, bien, on va réussir à abattre les niveaux de colis en bas d'un niveau de 100, ce qui est recommandé, entre autres, dans les programmes de salubrité. On a vu aussi chez un producteur un effet important sur les algues bleu-vert à l'île d'Orléans. Il y avait 2 étangs, le producteur, puis on en avait un où on essayait de voir si on ne pouvait pas traiter autrement sans aérer, puis rapidement, on avait vu les algues bleu-vert. Le producteur m'avait dit « Hey, tu dois être contente, là, Caroline! » Mais moi, je n'osais pas trop être contente parce qu'il était pogné avec un problème, mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu cette démonstration-là chez eux. Puis, c'est d'autant plus intéressant. J'ai l'air de faire de la publicité, mais moi, je ne vends pas d'aérateur, inquiétez-vous pas, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Mais c'est maintenant admissible au programme Prime Vert. Pour l'achat d'un aérateur, Mélissa pourra peut-être vous donner plus de détails si vous l'appelez, si vous voulez vous en procurer un. Au niveau d'augmenter le délai, bien, tout à l'heure, je disais, bien, les bactéries, à un moment donné, finissent par mourir dans l'environnement. Il faut savoir c'est quoi le moment où, justement, il faudrait essayer de s'arranger pour avoir une eau de meilleure qualité. On a fait beaucoup de projets dans les dernières années sur l'eau d'irrigation où on irriguait des parcelles en même temps avec de l'eau de contenu en E. coli différents. Dans plusieurs cultures, on a ciblé des cultures qui nous apparaissaient particulièrement importantes parce qu'elles sont irriguées peu de temps avant la récolte, donc fraises, laitues, certains crucifères, l'oignon vert. Et puis, là, je vous donne un exemple de résultat qu'on a pu obtenir. Vous avez les couleurs qui indiquent le délai entre l'irrigation et la récolte en conditions expérimentales avec plusieurs répétitions. Et pour différents contenus de l'eau que vous voyez en bas dans le graphique ici, là. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que quand on utilise une eau qui respecte le critère de 100 qui est recommandé, qu'on la mette 1 jour, 3 jours ou 7 jours avant d'irriguer, on n'a pas beaucoup d'effet sur la présence de colis comme indicateur. Si on monte à 3 jours, on voit qu'entre un délai de 3 jours et 7 jours, déjà, on voit une diminution importante. Et si notre eau est très contaminée, donc on a plus que 500, bien, on n'a pas de différence entre jour 1 et le jour 3 parce qu'on trouve la bactérie quasiment dans tous les échantillons. Alors que si on augmente notre délai à 7 jours, on a 24 fois moins de chances de trouver le colis sur la laitue. Donc, l'idée, c'est de dire, bien, pourquoi pas se constituer une source d'eau partiellement assainie à partir, par exemple, d'un étang aéré
ou encore si vous avez accès à de l'eau souterraine qui est souvent moins chargée que les autres surfaces, bien, de vous garder une réserve comme ça d'eau de meilleure qualité pour les irrigations qui sont réalisées peu de temps avant la récolte. Et là, par peu de temps, naturellement, ça varie un petit peu en fonction des cultures, mais on peut parler d'un 10 jours, 2 semaines avant la récolte. Moi, ce que je vous dis, c'est bien, essayez peut-être de respecter le critère de 100 si vous pouvez, mais particulièrement pour les irrigations qui sont faites 2 semaines avant la récolte, disons à peu près. Mais bon, là, c'est sûr qu'il y a une certaine variation selon les... C'est parfait, je m'apprête à terminer, on va avoir le temps de jaser en masse. En conclusion, dans le fond, c'est d'être conscient de ce qui peut se passer dans notre environnement de production pour réaliser des fois l'importance des petites actions sur notre risque à la ferme. Je remercie à toutes les fois qu'on fait des projets de recherche, il y a une équipe qui est toujours là et qui est fantastique d'ailleurs, Mylène Généreux, qui est professionnelle de recherche à l'IRDA, Cathy Roseberry, qui est responsable des laboratoires chez nous, et Annie Fortin, qui est technicienne agricole. À cela, s'ajoutent des étudiants et différentes personnes là, au gré des projets, mais je tenais à souligner leur participation importante à tous ces projets-là. Je vous remercie. Visionnez d'autres conférences de la Journée Pesticides et Salubrité des aliments sur YouTube.